ton podcast Libre S'expression qui est présenté par Eros et compagnie. Je sais pas si vous le saviez, mais il y a des chats sur le site de Eros et compagnie. Il y a des conseillers, des conseillères qui sont en arrière d'un ordinateur et qui répondent à vos questions 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 sur le site. Donc, si vous avez des questions, si vous voulez vous faire conseiller du mieux possible pour trouver le jouet ou l'objet ou l'accessoire que vous avez besoin, ben vous pouvez vous rendre sur le site d'Eros et compagnie, utiliser le code promo Libre S'expression qui vous donne 15% de rabais et découvrir plein de choses par rapport à votre sexualité. Aujourd'hui, dans cet épisode, je reçois Laurence Sala. Ouais, merci de m'accueillir. Ça va super bien. Toi, ça va? Ouais, ça va hyper bien. J'ai introduit en disant « Je vais bien et toi? » C'est parfait. Oui, je vais bien, j'arrive de vacances. Fait que tout va bien. Super. On va parler de fertilité parce que t'es naturopathe. Là, il y a beaucoup de titres, là. Il n'y a pas juste naturopathe. Je pense que t'es aussi... Ben, présente-toi. OK, parce que marche. je pense qu'il y a plusieurs trucs. Donc... Ben déjà, je suis maman de 2 petites filles. Puis pour moi, c'est important de commencer avec ça parce que c'est mon histoire qui a permis de développer une spécialité professionnelle. Et en fait, nos défis de fertilité m'ont emmenée à étudier la naturopathie, à me spécialiser là-dedans. Et puis donc, j'ai suivi mon chemin. Ça fait 6-7 ans là que donc à travers des conférences, à travers des cours d'alimentation aussi, j'ai commencé comme ça. J'ai fait mon chemin jusqu'à créer une clinique en fait de naturopathe spécialisée en fertilité. C'est quoi ta clinique? La clinique Étincelle de vie. Étincelle de vie. Puis, si je regardais là, ton curriculum vitae, mais c'est pas vrai, c'est pas ton curriculum vitae que j'ai regardé, mais il y avait pas aromathérapeute? Oui, je suis spécialisée, oui. Je suis allée chercher une spécialité avec les huiles essentielles, beaucoup. Ça a été vraiment une gamme, si tu veux, de suppléments qui ont beaucoup aidé, en fait, dans mon parcours de femme. Donc, je suis allée aussi l'empuissancer, si tu veux, pour mes clientes. Et en fait, tout ce parcours-là m'a amenée à reconnecter avec ma féminité parce que moi, j'étais complètement déconnectée de ce corps et de qui je suis, etc. Donc, ça a vraiment été un grand chemin pour aujourd'hui accompagner les femmes à se reconnecter à elles-mêmes à travers du coaching. Puis, est-ce qu'il y a d'autres formations que tu es allée acquérir? J'ai une maîtrise en communication. J'ai travaillé presque 10 ans dans ce domaine-là avant d'être naturopathe. C'est ma première carrière, effectivement. Cool! Puis sinon, t'offres un programme, si je me trompe pas, pour justement accompagner les femmes à reconnecter à leur féminin sacré, en fait. Donc ça, c'est vraiment d'aller chercher à l'intérieur de soi toutes les ressources, en fait, qui sont là, à travers différents archétypes. Et notamment, il y en a un sur la fertilité sacrée, parce que pour moi, concevoir un enfant, c'est sacré. Donc c'est comment on reconnecte déjà à soi-même, puis en couple, parce qu'on fait quand même un bébé à 2. En général. En général, la plupart du temps. Mais il y a quand même... il y a d'autres formes de fécondation. Ouais, tu peux aller chercher un don de gamètes, en fait, en clinique de fertilité. Tu peux avoir recours à une mère porteuse. Tu peux avoir recours à le tourisme de la reproduction, en fait, d'aller chercher des dons de gamètes, des dons d'embryons à l'étranger, parce qu'il n'y en a pas beaucoup non plus disponibles au Canada. Donc, il existe effectivement multiples formes, qu'on soit célibataire, en couple, homosexuel, il y a plein de façons de faire. Est-ce que ça t'arrive souvent en consultation de voir des gens qui sont seuls et qui font des démarches en fertilité? J'en ai eu 2, donc je dirais que c'est quand même très minoritaire dans ce que j'ai vu, mais j'ai accompagné 2 femmes sur ce chemin. OK, donc toi, t'accompagnes des femmes et des hommes ou seulement des femmes? Des femmes et des hommes, mais la réalité clinique, c'est que les hommes, il n'y en a pas beaucoup, en fait, en naturo, qui viennent et qui prennent soin d'eux. En tout cas, ils vont aller chercher d'autres outils, certainement, à droite, à gauche. Mais c'est 10% des clients qu'on a en naturopathie, à peu près, mais on accueille les 2, bien sûr. Ouais. Puis en naturopathie, dans la spécialité fertilité, c'est 10%. Oui, parce que moi... Naturopathie globalement. Oui, moi, je fais vraiment que de la naturopathie en fertilité, okay. Grossesse, postpartum, enfant un petit peu, mes collègues font ça, mais pas moi. OK, parfait. Puis j'ai vu aussi dans ta présentation que tu avais vécu des expériences traumatisantes, déshumanisantes, comme tu les nommais. Est-ce que tu veux raconter un peu ce qui s'est passé, ce que tu as vécu, puis pourquoi tu t'es enlignée dans cette direction? Oui, en fait, c'est...
un parcours de vie qui était jusque-là normal. Je veux dire, j'étais jeune, jeune parisienne avec ma pilule et en couple depuis longtemps. Puis je me suis mariée. Et puis quand on se marie, après ça, nous, on est venus au Canada. Puis là, c'est comme le temps de réfléchir à avoir des enfants. On arrête la pilule, puis on pense qu'on va être tombé enceinte comme ça en claquant des doigts. Puis c'est pas la réalité. Puis là, on frappe un mur parce que c'est comme, oh, attends, une minute, là, c'était pas automatique, tu sais, ce qu'on avait appris dans les cours de biologie à l'école. Là. Donc, première fausse couche, moi, j'étais sous le choc, en fait, que ça pouvait exister. Puis, je faisais confiance au médecin qui m'a dit, ben non, mais c'est normal, puis ça arrive. Puis c'est vrai que ça arrive à des femmes. Bon, mais 28 ans, donc jeune, pas du tout en surpoids. Je veux dire, il n'y avait pas de raison apparente, donc on réessaye. Et là, je refais une fausse couche de 11 semaines. C'était en avril 2013, 14. Et puis là, je dis, ça va faire... il faut que je reprenne conscience de ce corps, que je prenne soin de lui, en fait, parce que je vais accueillir la vie. Là, je prends conscience que je vais accueillir la vie dans mon ventre, que c'est pas juste automatique et dans des livres. Et puis, j'ai un médecin qui me dit... qu'il faut 3 fausses couches pour avoir des réponses médicales, en fait, pour comprendre qu'est-ce qui se passe derrière ça. Fait que là, quand tu vis ce genre de choses, t'as envie d'être dans l'action, t'as envie de prendre soin de toi, t'as envie d'aller chercher de l'aide, d'aller comprendre, en fait, pourquoi moi et pas les autres, en fait. Puis, évidemment, on est dans des âges où c'est des baby-booms, il y en a partout, puis toutes les cousines accouchent en même temps à la date à laquelle toi, tu devais accoucher aussi. Fait que, tu sais, c'est confrontant parce que t'es pleine de joie pour elles, mais en même temps, c'est hyper dur parce que pourquoi toi, tu vis ce défi-là? C'est un peu tabou, les fausses couches. Mais en fait, la fertilité en soi est un sujet tabou. C'est à peu près 50% de nos clients n'en parlent pas à leur entourage. Ça se peut que tu aies des amis ou des cousines qui vivent ça puis qui t'en parleront pas. Là. Fait que oui, c'est vraiment très tabou. Puis il y a ce côté, faut pas annoncer une grossesse avant 3 mois. T'es super seule si tu perds ton bébé dans les 3 premiers mois parce que là, tu annonces aux gens que finalement, si tu as envie de l'annoncer. Fait que c'est vraiment un sujet beaucoup trop tabou et je te remercie de m'accueillir là parce que c'est un sujet au nom de tous les hommes et les femmes qui vivent ces moments-là. Fait que c'est ça, fait que moi j'ai repris à bras le corps mon hygiène de vie au global en fait, puis j'ai donné naissance à Anna, puis là ça a commencé c'était en 2015, puis je me suis dit ok, si moi j'ai été capable, pourquoi les autres ils seraient pas capables? Diagnostic médical ou pas, il y a des façons d'aller accompagner le corps en fait vers l'homéostasie. Bon, on laisse passer ça. J'ai eu un fils qu'on a perdu à 18 semaines de grossesse. Puis ça a été un gros choc traumatique parce que là, j'étais prise dans mon ego, comment ça, naturopathe en fertilité. Puis je perds un bébé à 18 semaines. Là. Et en même temps, je remercie tellement la vie et Raphaël d'être passé à travers mon corps parce que déjà, ça a été une merveilleuse reconnexion de couple aussi au travers de cette épreuve-là. Et surtout, c'est que grâce à Raphaël, c'était ma 3e fausse couche officielle, j'ai pu avoir des éléments de réponse. Donc là, clairement, sur le papier, analyse médicale, prise de sang, je suis condamnée en fait à ne pas avoir d'enfant parce que ma génétique fait en sorte que la réplication cellulaire ne se fait pas bien. Ces 4 roues d'engrenage qu'on appelle la méthylation, c'est un processus biochimique. Et si c'est mal huilé, tu t'en vas vers les fausses couches de manière automatique. Donc, s'il y en a qui veulent creuser, c'est le MTHFR, c'est une prise de sang. C'est malheureusement plus automatique dans les bilans fausses couches au Canada. Ça l'est encore en Europe. Mais là, ça a vraiment fait tilt parce que là, j'étais comme, OK, je suis condamnée, mais j'ai déjà réussi à avoir un enfant. Donc là, ça veut dire que j'ai détourné ma génétique. C'est comme si on était un livre d'histoire avec 46 chapitres, 46 chromosomes, puis je vais décider qu'est-ce que je vais faire jouer comme chapitre, en fait, comme épisode à l'intérieur de mon chapitre. Comme sur Netflix, on choisit qu'est-ce qu'on a envie. Bon, là, est-ce que je vais faire en sorte d'allumer cette méthylation-là ou est-ce que je vais justement la soutenir pour que ça soit bien huilé et que j'arrive à être maman? Fait que... Ce dont tu parles, que tu avais, c'est... C'est des mutations génétiques, en fait. J'en ai multiples, et dont le MTHFR qui est le plus connu. Mais j'en ai plusieurs, en fait, dans ces 4 roues d'engrenage qui fait que c'est mal huilé, si tu veux. Mais ça se peut qu'il y ait comme des chances que ce soit huilé quand même, à un moment que ça passe, puis que... tes enfants sont en parfaite santé? C'est ça. Oui, ils sont en parfaite santé. Les filles vont super bien parce que j'ai donné naissance à Gabriel en 2019, là. Puis vraiment, les 2 sont au top. Mais
en fait, c'est que ça marche, ta roue, elle marche, mais à un plus faible pourcentage. Au lieu d'être à 100%, mettons, tu vas être à 30-40%. Puis, on va aller chercher des cofacteurs, donc vitamine B2, magnésium, choline, par exemple. Tu vas aller chercher ça en supplément, tu vas aller chercher ça en alimentation pour faire en sorte que ça soit bien huilé et que tu arrives à donner la vie. Et que ça, c'est mon histoire avec mon conjoint, celle de nos enfants. Chaque couple a son histoire et son parcours de fertilité. Mais moi, ça a tellement drivé à l'intérieur de moi. OK, j'ai été capable, avec l'épigénétique, d'être maman, alors que factuellement, médicalement parlant, je ne suis pas faite pour avoir des enfants. Au nom de toutes ces personnes parce que c'est un couple sur 6 qui vit des défis de fertilité. Fait que pour moi, tant qu'on n'a pas cherché de l'aide, que ça soit complémentaire, un travail d'équipe, on n'a pas encore dit notre dernier mot pour devenir parent. Wow! Puis, est-ce que tu as fait d'autres fausses couches ensuite? Non. Ou ça a été terminé après, tu as eu Gabriel? Puis... J'ai eu Gabriel en 2019, puis là, je pense que j'ai terminé ma famille, on verra. Mais pour le moment, j'ai terminé ma famille. Est-ce que c'est difficile de tomber enceinte avec ce dont tu parles, ou ça se faisait, mais c'est juste que c'était des fausses couches? Moi, mon problème à moi, c'était les fausses couches. OK, c'est ça. Ouais. D'ailleurs, je vais arrêter de dire non, c'est notre problème. Nous étions 2 à faire un bébé. Ouais. Mais c'est mon corps qui réagissait pour le coup dans notre histoire. Est-ce que lorsque vous avez fait des tests justement pour la fertilité, ton conjoint aussi On ne s'est pas rendu là. On s'est pas rendu là parce c'est une étape suivante après, fait que c'est toujours la femme avant. En fait, ce qui se passe, c'est que pour aller en clinique de fertilité, il faut que tu ne sois pas tombée enceinte pendant 1 an, avoir des rapports sexuels non protégés pendant 1 an, ce qui n'était pas notre cas. Nous, on arrivait à avoir un bébé, en fait, j'étais enceinte, donc on n'avait pas ce besoin d'aller chercher, puisque de toute façon, ils attendaient 3 fausses couches. C'est à la 3e fausse couche qu'ils ont investigué à ce moment-là à l'hôpital quand j'y suis allée. Bon, il y a eu des dérives quand même, on m'a dit « Ah bon, donc c'était un Y ». Un Y, s'il vous plaît, on parle de mon fils, là, tu sais, humainement, on repassera, là. Mais c'est grâce à cette 3e fausse couche qu'on a eu des éléments de réponse, mais on n'a pas eu besoin de pousser plus loin dans notre histoire à nous. On n'est pas passé par l'insémination, la fécondation in vitro, ça a toujours été des grossesses naturelles. OK. Puis après ça, vous n'êtes pas rendu là parce que vous avez trouvé le problème avant, mais est-ce que en fertilité, ça se rend à faire des tests à l'homme? Oui. En fait, quand ça fait 1 an qu'un couple n'arrive pas à être, à être enceinte, ils vont aller dans une clinique de fertilité, à l'hôpital ou en privé, là. C'est 6 mois à 18 mois d'attente pour un premier rendez-vous, là, déjà. Donc, il faut le savoir. Puis, à partir de là, il y a une batterie de tests à passer, autant du côté féminin que du côté masculin, parce que merci de souligner le masculin, c'est 50% des cas où c'est un problème d'origine masculine. Fait que c'est super important d'aller faire cette batterie de tests avec votre médecin, ouais. OK. Puis, tu l'as dit tout à l'heure, c'est 10% des hommes que tu accompagnes, ou en fait, pas des hommes, des clients que tu accompagnes en naturopathie qui consultent en fertilité, fait que c'est très peu. Fait que ça veut dire que c'est vraiment sur les épaules des femmes en général qu'on met... Il y a une pression énorme sur les femmes d'enfanter, comme si tout relevait de nous, alors que ça prend bien un spermatozoïde. Hein, oui. Donc après, il y a des hommes super impliqués, puis tu sais, je veux honorer ceux qui sont venus là, mais c'est sûr que c'est pas ma réalité clinique où c'est 50% d'hommes et 50% de femmes. Ce n'est pas ça aujourd'hui, en fait. Donc, tu sais, il y a un enjeu de virilité, puis... c'est intime, la fertilité. Tu sais, il y a tout un... Si on parle sexualité, c'est comme, OK, on a-tu pas compris comment ça marche? Enfin, tu vois, on n'a pas le manuel pour faire un bébé. Donc, tu sais, ça vient chercher dans ta plus profonde intimité de qu'est-ce qui cloche. Donc oui, malheureusement, la pression est énorme sur les épaules de la femme. Tu parles, puis je pense, depuis... le début que tu parles, je pense à une de mes amies super proche, que d'ailleurs, j'ai passé la journée avec elle hier. Elle vient d'accoucher d'un petit bébé, Noah James, magnifique. Puis en plus, j'en ai parlé dans un autre épisode. Je disais, mon amie a accouché hier de Noah James dans un épisode précédent. Puis là, 2 mois plus tard, Noah James a 2 mois, puis elle a eu beaucoup de difficultés aussi. Elle a eu 2 fausses couches avant, puis elle en parle ouvertement sur ses réseaux sociaux, puis elle essaie de briser le tabou, puis je l'ai vu traverser ça avec son conjoint, puis je voyais comme la souffrance de ne pas être capable de tomber enceinte, que à chaque mois, le fait de tomber dans sa semaine, c'était douloureux. Ah, mais c'est les pleurs. Ouais. C'est les pleurs d'être dans ces lunes. C'est tellement confrontant, ce sentiment d'échec.
Parce que ça te revient à tous les mois. Puis, tu sais, je sais pas combien de temps cette femme a traversé la fertilité. Il y en a, ça va être, même en étant 2 mois, 3 mois d'essai, c'est déjà dur. Quand ça fait 7 ans que tu es dans ce parcours-là, c'est une dimension, malheureusement, qui existe. C'est 1 couple sur 6 qui consulte en clinique de fertilité. Moi, je pense que c'est plus que ça, parce que j'en fais même pas partie, moi, avec mes fausses couches. Peut-être que cette femme non plus, si elle s'est pas rendue en clinique de fertilité. Fait que le chiffre, il est sous-estimé, ça c'est clair. C'est malheureusement une réalité et ce tabou, moi, il commence à m'agacer parce que y en a plein autour de nous, malheureusement. Donc, bravo à cette femme d'avoir eu ce petit garçon dans les bras, là. Donc, Magnifique, ouais. Puis elle parlait toujours de lâcher prise. Puis je me disais juste, non, mais vis-le. Parce que le fait que... On dirait que le fait que les femmes qui n'arrivent pas à tomber enceinte rapidement se disent « faut que je lâche prise », ça rend le truc encore pire parce qu'elles vivent pas la douleur autant qu'elles devraient vivre. Moi, je suis comme full pour le libre. Puis, tu sais, tu parles de tabou, que c'est tabou, puis je suis tellement contente que mon amie en parle ouvertement comme ça, parce que ma mère a eu beaucoup de difficultés aussi dans ces grossesses, puis c'est tabou, là, 100% encore pour ma mère. Mais là, je pense que à ce jour, j'en parle parce que je pense qu'elle est correcte avec ça, mais avant moi, je suis la première, la plus vieille. Avant moi, ma mère a eu 1 ou 2 fausses couches, si je me trompe pas, mais je pense qu'elle était à 2 fausses couches, puis elle a eu un mort-né. Fait qu'elle a fait la grossesse à 100%, elle est entrée en contraction, elle a perdu ses os, elle est rentrée à l'hôpital pour accoucher, puis finalement, le bébé est venu au monde mort. C'est vraiment, vraiment douloureux, puis c'est... encore à ce jour, j'ai l'impression que ma mère, c'est genre une guerrière incroyable. C'est une des pires souffrances qui existent, j'ai l'impression, surtout pour une femme, parce que tu l'accouches. Fait que t'as toute la production d'ocytocine, t'as toute la production, on dirait que dans ton cerveau, t'as les hormones de comme protection d'un bébé, de prendre soin d'un bébé, t'as le lait qui est produit, t'as tout qui est produit, mais t'as pas... Genre, j'ai même pas d'enfant, puis je souffre à l'intérieur de savoir que ma mère a passé à travers ça, tu sais. Ben, malheureusement, j'ai accompagné plusieurs femmes dans ces processus-là. Je sais pas si on s'en remet de la mort d'un enfant. Comme tu dis, c'est la pire souffrance. Puis tu sais, aujourd'hui, je suis capable d'en parler, mais Raphaël, ça a été hyper dur. Tu sais, qu'il ait 2 semaines dans mon ventre ou qu'il en ait 37... ton amour, ta projection, en fait, elle est là, tu vois. Donc oui, c'est des passages qui sont hyper douloureux, puis en même temps transformateurs aussi, parce que tu sais, tu t'accueilles pas la vie de la même façon. Tu sais que la vie, elle tient sur un fil, puis qu'après, tu vas en profiter à 2000%. Donc, tu sais, nous, c'est pas tabou. Les filles, elles savent, elles ont un petit frère dans les étoiles, puis il s'appelle Raphaël. Puis je pense que c'est important pour ne pas faire porter non plus à l'enfant suivant ce qui a pu se passer auparavant, en fait, pour que les filles puissent vivre leur propre vie et n'aient pas ce devoir de fleurir la tombe de Raphaël. Ça marche pas comme ça, là. Mais oui, non, c'est tabou. Et en même temps, je vais oser le confier ici. Ma meilleure amie est aussi passée par des gros défis de ce type-là. Elle a perdu un bébé. J'avais pris l'avion, j'avais sauté dans un avion pour les funérailles. Et eux, ils ont souhaité faire des funérailles pour ce bébé. Cette petite fille a été, Zélie, elle a été honorée. Là, il y a eu, c'était à la messe, là, c'était leur croyance, tu sais, avec ce petit cercueil blanc. Je vais m'en souvenir toute ma vie. Puis moi, c'était à Paris, là, j'habitais à Montréal. Puis j'ai pris l'avion. Tu sais, dans ces moments-là, il n'y a pas de frontières. Je veux dire, tu prends l'avion. En tout cas, heureusement qu'il n'y a pas de Covid à ce moment-là. Tu vois ce que je veux dire. Mais, et en fait, j'ai tellement aimé l'expression qu'ils ont employée. Zélie est née au ciel. Et ils ont pris le temps de l'honorer, de faire une messe, tu sais, on s'était rempli de personnes, là, on devait, je sais pas, 100, 200 personnes. On a honoré la vie qui a pu être là, dans cette petite fille, en fait, tu vois, et de dire, elle fait partie de la fratrie aujourd'hui. Et je pense que plus on met des mots, plus on reconnaît, en fait, les enfants qu'on a perdus, plus c'est léger par après. Ça veut pas dire que ça efface la douleur, mais c'est plus léger aussi pour les autres membres de la famille à venir. C'est Jérémie. Nous aussi, il y avait un nom. On a toujours été au courant qu'il y avait Jérémie avant nous. Mais ma mère, elle a eu 3 belles filles, finalement, là. Exact. Fait que tout va bien, mais on a quand même été provoqués tous avant pour être sûr qu'il n'arrive pas quelque chose comme ça, tu sais, vu que c'était
une grossesse à terme, dans le fond, là, tu sais, c'était pas avant, fait que je pense pas est-ce qu'on appelle ça une fausse couche quand même si c'était à 9 mois, 40 non. semaines? En fait, tu vois, même Raphaël, c'est 18 semaines, mais comme la mort clinique est à 14 semaines, on considère ça comme une fausse couche tardive, mais c'est jusqu'à 14 semaines. Après, ça reste un malheur de la vie, c'est un bébé mort-né, ouais. Moi, j'ai pas pu récupérer mon enfant, là, c'était... non. Ouais. Puis ça, c'est un processus, hein. Il y a des femmes qui accouchent comme ça à 37 semaines de leur enfant, puis qui l'ont jamais revu, là. Il est parti en autopsie, puis ils l'ont pas récupéré pour pouvoir faire les deuils. Puis ça s'est passé au Québec, là. Fait que, il y a des choses à revoir dans le système, malheureusement, ouais. Après, ils font ce qu'ils peuvent avec les outils qu'ils peuvent, puis je le sais que c'est pas si simple que ça. Mais laisser une femme 2 heures devant une échographie de son enfant, puis qu'elle vient d'apprendre qu'il est mort... Mettons que... C'est horrible. C'est horrible. Vraiment. On va essayer que ça soit un peu moins... on dirait que moi, je suis comme full touchée. Puis, c'est un sujet qui n'est pas facile, puis en même temps, c'est ça. Il faut l'emmener sur la scène publique. Mais en tout cas, toutes les femmes qui ont vécu des situations de ce genre-là, c'est des femmes extrêmement fortes. Puis ça fait... les femmes qui sont à ce jour, tu sais, puis ma mère, c'est une femme extrêmement forte à cause de ce qu'elle a vécu. Puis, tu sais, elle a vécu d'autres choses aussi en fertilité plus tard, puis... Vraiment, c'est tough. Mais elle avait consulté en fertilité avec mon père, puis finalement, elle n'a pas eu besoin puisqu'elle est tombée enceinte de moi, puis moi, j'étais bien accrochée. Moi, j'étais là pour rester, là. Donc, t'es un bébé arc-en-ciel. Ouais. Exact. Plein de joie, de bonheur, de positivisme. J'étais désirée, dans la gratitude. Mes 2 sœurs aussi. Full gratitude, bonheur. Ouais, ça devait être la joie pour eux, là. Ouais, 100%. Tu travailles principalement sur les traumatismes des femmes, parce que c'est les femmes en majorité. Fait quel genre de traumatismes qui peuvent empêcher une grossesse, des traumatismes physiques, mentaux, énergétiques, si j'ai lu? Ouais, en fait, l'affaire, c'est que préparer son corps à accueillir la vie, c'est multidimensionnel. On n'est pas juste un utérus, n'est-ce pas? On a un cœur, on a des émotions, puis on fait ça avec un conjoint ou une conjointe. On a tous un bagage émotionnel. Donc, c'est d'aller voir qu'est-ce qui se passe, comment on peut accompagner le corps, le cœur et l'esprit, en fait, dans cette démarche-là, parce que c'est sacré de faire un bébé. Donc, de venir soutenir à multiples plans, parce qu'aujourd'hui, les thérapeutes sont pleins, les services de psychologie ne sont pas forcément la première voie, ou en tout cas, on n'a pas accès de manière facile dans le milieu de la fertilité à un suivi de ce type. Pourtant, les femmes auraient besoin, et les hommes auraient besoin aussi, là. Mais c'est ça, c'est la réalité du système. Donc, on vient soutenir à multiples niveaux. Puis, la réalité clinique, c'est que j'ai eu beaucoup de femmes qui ont vécu des traumatismes dans mon bureau. Donc, c'est des femmes qui ont vécu des agressions sexuelles, qui ont vécu... la mort d'un enfant. La fertilité en soi peut être traumatisante, un accouchement peut être traumatisant. Donc, elles ont toutes eu leur parcours de vie. Puis c'est comment est-ce que ça peut avoir un impact ou pas sur la prochaine grossesse. Puis ma réalité clinique, donc, qui est biaisée, c'est la mienne, d'accord? C'est pas des études randomisées et compagnie. C'est que les femmes qui n'ont pas pu mettre un baume au cœur sur ce qu'elles ont vécu, ça veut pas dire... ça ne veut pas dire pardonner, accepter ce qui s'est passé, mais d'avoir pu regarder à l'intérieur de soi ce qu'elles avaient vécu. Elles ont toutes accouché de garçons en césarienne. Puis ça, j'ai aucune preuve clinique, j'ai aucune preuve scientifique de ce que je suis en train de vous dire, mais c'est ma réalité clinique. Elles ont toutes accouché de garçons en césarienne. Des femmes qui ont vécu des traumatismes qui ont sexuels. Pas... Ouais. Ah, sexuel. Ouais, traumatisme sexuel. Des agressions sexuelles. Ouais. On parle pas de comme, mettons, une fausse couche ou... Non, agression sexuelle, ouais. Ouais, elles ont toutes accouché de petits garçons par césarienne, ce qui est magnifique. Elles voulaient être maman, donc c'est ce qu'on veut. Mais il y a quelque chose qui se questionne aussi, tu sais. Ça vaudrait le coup d'aller plus loin avec d'autres experts sur ce sujet-là, mais c'est une réalité. La matrice est pas assez pure. Il y a une femme qui m'a dit ça de cette façon-là. La matrice n'est pas assez pure. Mieux vaut que ça passe par le ventre, en fait, à ce moment-là. Donc voilà. Donc oui, ça a un impact. Garçon. Oui. Comme s'il faut... Moi, j'ai toujours l'impression que je vais avoir des garçons.
Parce que j'ai des trucs à régler avec les garçons. Mais il y a une mission d'élever des garçons pour qu'ils puissent honorer les femmes. Puis en même temps, ces femmes-là qui ont vécu ces agressions, c'est comment tu protèges ta fille de quelque chose que toi, tu as vécu et que ta mère n'est même pas au courant. Tu sais, moi, j'étais la confidente de je sais pas combien de femmes, en fait, comme première femme à qui elles disaient ce qu'elles avaient vécu, là. Donc, c'est pas... tu sais, ce fameux MeToo, pour moi, il me touche énormément parce que c'est tellement plus grand que ce qu'on pense. En fait, c'est pas juste un hashtag, là, c'est bien plus que ça, là. Fait que oui, donc, en fait, ma pratique clinique m'a emmenée au cœur des traumatismes et donc comment on peut accompagner. Je suis pas psy, je suis pas sexologue, là, je tiens à le dire quand même, mais comment on peut accompagner ça puis transformer ça pour qu'elles puissent donner la vie puis être bien dans leur féminité, en fait, tu vois, qu'elles puissent être à l'aise, puis de pouvoir se déposer aussi dans leur vulnérabilité. Donc c'est le parcours qui m'a amenée jusque-là. Puis j'ai été victime de mon succès. Là, je le dis, là, prenez pas rendez-vous avec moi, j'ai pas de place, c'est impossible. Donc, non, mais je le dis parce que c'est très clair. Moi, maintenant, tu l'as nommé, c'est le programme Luna. Je veux empuissancer ce côté émotionnel. Mais le côté naturopathie pure et dure, c'est la clinique Étincelle de Vie qui prend le relais. Nous sommes trop nombreuses à vivre ce genre de problématiques. Est-ce qu'il y a encore des naturopathes qui sont disponibles à la clinique? Oui, bien sûr. Pour prendre si... pas toi, mais... c'est ça. Moi, je veux juste le nommer, c'est pas moi, mais mes collègues sont extraordinaires. OK, parfait. Ça prend combien de temps en moyenne pour un couple à tomber enceinte? Alors, si on est en grossesse naturelle, d'accord? Donc, sans diagnostic médical, on ne s'est pas encore rendu en clinique de fertilité, parce que je fais vraiment la distinction. Souvent, ce qu'on va dire, c'est 3 à 6 mois de préparation. Puis là, j'entends déjà des femmes qui vont écouter ce podcast qui vont dire « T'es bien gentille, mais moi, j'ai 38 ans. » Puis là, c'est comme « Je voulais être enceinte ce mois-ci, quoi. » Oui, mais le corps, ça prend du temps. Donc, on n'a pas la puissance et la vitesse des médicaments. C'est une médecine complémentaire, non pas alternative. Donc, on a besoin de soutenir le corps. Et c'est 3 à 6 mois en moyenne, ce que j'ai vu dans ma pratique clinique. Maintenant, si quelqu'un est déjà un couple est déjà en processus, en fait, de clinique de fertilité, donc, souvent, il y a des diagnostics ou souvent, il peut y avoir aussi infertilité inexpliquée. Ça va dépendre de la démarche. Est-ce que là, la femme part en insémination le mois suivant? Je vais vous dire tout de suite, n'allez pas en naturopathie si vous avez une intervention le mois suivant. Il n'y a pas de résultat, en fait. On a besoin de ce 3 mois minimum pour venir supporter le corps avant toute intervention, que ça soit insémination, ponction d'ovocytes, transfert d'embryon. Puis, tu as dit que la naturopathie accompagnait des femmes qui voulaient tomber enceintes. Comment? Qu'est-ce que tu fais pour aider des traumatismes? Accompagner? C'est quoi concrètement? Concrètement, en fait, c'est une stratégie. Puis là, c'est l'ancienne stratège en com qui va vous parler, là. Mais c'est la même chose. C'est le même contenant, mais pas le même contenu. Tu as besoin d'une analyse de la situation. C'est quoi le problème? Parce que comme je l'ai dit, on n'est pas juste un utérus là. Donc on va vérifier au niveau digestif, est-ce que ça va bien, est-ce qu'il y a des enjeux, est-ce qu'au niveau immunitaire ça fonctionne mal, au niveau nerveux, parce que oui, le stress, mais ça n'est pas juste la seule raison au problème de fertilité. Fait qu'on est un tout, puis nos organes interagissent ensemble. Fait que on va faire une analyse de la situation, c'est ce qu'on appelle une anamnèse en fait. Puis à partir de là, on va se fixer des objectifs, parce que oui, on veut être enceinte demain, mais peut-être qu'il y a des étapes. Puis là, ça va être cet enjeu-là du naturopathe, de regarder c'est quoi les différentes étapes pour y arriver. Est-ce qu'il faut qu'on travaille la qualité des ovocytes? Est-ce qu'il faut qu'on travaille le système nerveux et la gestion du stress, le système digestif? Donc, il y a des étapes, on ne peut pas tout faire en même temps. Rome ne s'est pas fait en un jour. Donc, c'est cette stratégie-là qui va permettre de dire, OK, là, ce mois-ci, on va travailler, mettons, la digestion. Bon, on va regarder l'alimentation, sans être nutritionniste. Là, c'est pas des plans alimentaires, c'est des suggestions d'aliments à favoriser. On va regarder des suppléments, on va regarder des huiles essentielles, on va regarder l'hygiène de vie au sens large, c'est le sport, le sommeil, etc. Les huiles essentielles sont extraordinaires pour le système nerveux, puisque tu l'as nommé tantôt. Donc, on va aller là-dessus. Puis j'insiste, c'est complémentaire à tout médicament. On n'arrête pas ces médicaments parce qu'on va en naturo. Là, c'est pas comme ça que ça marche. C'est vraiment un travail d'équipe qui va faire en sorte que vous allez y arriver. Donc, c'est sur ces différents plans-là. Maintenant, puisque tu nommes les traumatismes, mais parce que moi, je suis convaincue qu'ils sont au cœur, en fait, de ce que j'ai pu voir jusqu'à maintenant, c'est d'aller toucher, d'aller voir, déjà de mettre des mots, tu sais, d'être capable de... Parce qu'il y a des femmes qui ont mis du temps, par exemple, à me le dire. Puis, tu sais, je pense à une en particulier, là, je vais inventer un nom, on va dire Julie, parce que je veux garder l'intimité de mes clients. Elle a mis 1 an, parce qu'en fait, son chum n'était pas au courant qu'elle avait vécu un traumatisme sexuel quand elle était enfant. Fait que ça a pris toute une année avec un travail en hypnose aussi, tu vois, pour
oser le dire à son chum, oser le dire au thérapeute, c'est de décanter tout ça. Donc, et c'est clé en fait, parce que tant que c'est coincé à l'intérieur de soi, il n'y a pas d'espace pour créer la vie en fait. Donc, c'est tout un savoir nommer, déposer ce qui s'est passé, puis comment après ça on peut venir transformer. Il y en a qui vont avoir besoin d'aide, qui vont aller faire un suivi psychologique, puis c'est important. Puis moi, je suggère très souvent des psychologues ou des psychiatres, là, si on a la chance d'avoir un suivi avec un psychiatre. Mais la réalité, c'est que les psychologues sont pleins. Donc voilà. Donc moi, je viens avec ce parcours de femme, pas juste de thérapeute, en fait, de venir accompagner, de venir se déposer dans sa vulnérabilité et de pouvoir connecter avec d'autres femmes qui ont vécu sensiblement des mêmes choses. Tu as parlé de type... en fait, c'est moi qui ai parlé de type de problématiques physiques, mentales, énergétiques. Des exemples, par exemple, que tu vois fréquemment? Oui. Tu sais, on est d'accord que tu as été conçue dans le ventre de ta grand-mère. Est-ce que tu as déjà entendu cette expression-là? OK. Fait que ta grand-mère, quand elle a été enceinte de ta maman, elle a conçu un nombre d'ovules, donc on appelle ça des ovocytes, parce que ta maman, elle est née avec un stock prédéfini qui permet de dire, voilà, à tel âge, ta maman sera ménopausée. Donc elle est arrivée avec son stock d'ovules sur Terre, puis il y en a un qui a permis de te concevoir. Fait que toi, ta première maison, c'est celle de ta grand-mère. Qu'est-ce que ta grand-mère a vécu comme émotion pendant la grossesse de ta maman? Est-ce qu'elle a mangé à sa faim? Est-ce qu'elle a vécu des traumas? Est-ce que c'était la guerre? C'est quoi le climat autour de ça? Parce que ça, scientifiquement parlant, on sait que ça a un impact, ça crée du stress oxydatif sur les gamètes jusqu'à 5 générations. Donc, on a un impact de nos grands-mères, mais on a aussi un impact sur notre descendance à venir. Donc, ça, c'est une première chose. Puis, donc de là, à partir de là, c'est que, tu sais, quand on parle, il y a un lien physique, émotionnel, énergétique, on parle de lignée, on parle d'hommes et de femmes qui ont marché avant nous, qui ont vécu aussi un lot d'émotions X ou Y. Puis on n'a pas toujours accès à ces informations-là. Ils sont peut-être décédés ou c'est tellement tabou qu'on n'en parlera pas. Mais oui, ça peut avoir une incidence, en fait, sur sa propre fertilité. Et dans ma famille, par exemple, personne n'a eu des problèmes de fertilité. J'ai une tante qui a eu des fausses couches, mais c'est tout. Mais est-ce que tu le sais vraiment? C'est une bonne question. J'ai plus accès. Ma maman est décédée il y a 13 ans. Fait que donc, tu sais, c'est des questions qui sont soulevées. Fait que pour moi, c'est ça qui est important, de prendre conscience que créer un enfant, c'est sacré. C'est pas juste... wow, j'arrête la pilule, puis je vais être enceinte, puis c'est bien dans une société où on doit se marier à tel âge, avoir des enfants, une maison, un chien, là. C'est pas juste ça. Ça va beaucoup plus loin que ça, parce que c'est tellement une transformation de devenir parent, mais ça, tant qu'on l'a pas dans les bras, on peut pas comprendre, en fait, parce que c'est trop... toutes tes cellules, l'accouchement en soi, c'est un saut quantique, là. Donc, mais donc, ça commence dès la préconception, en fait. Déjà de se connecter avec son conjoint dans la chambre à coucher, pour commencer. Parce qu'il y a tellement de pression, là, tu sais, c'est ton ovulation, là, puis c'est 12 à 24 heures une ovulation. Fait que c'est maintenant que ça se passe. Ouais, mais si aujourd'hui, t'en avais pas envie, nanana, tu sais, c'est quand même... donc, tu sais, c'est toute une valse, une danse, en fait, avec ton propre corps, le corps de ton conjoint, puis en même temps d'accueillir la vie, puis ouf, avec toutes ces émotions du passé, mais en même temps, on veut un bébé maintenant. Donc, comment on peut venir supporter, en fait, de manière holistique, un homme et une femme à créer la vie? C'est ça, mon objectif. Quel genre de... c'est parce que la question, dans le fond, c'est que, mettons, comment tu vois... des problématiques énergétiques ou des troubles énergétiques? Comment tu vois qu'il y a un problème au niveau énergétique et comment tu le corriges possiblement? Ouais, bonne question. Là, tu m'emmènes sur un sujet où je suis un peu plus délicate parce que je suis très scientifique dans l'âme, puis j'ai tellement mangé de la biochimie, puis j'ai adoré ça, puis j'ai un beau père médecin. Fait que pour moi, c'est sacré la science. Puis ça, je veux commencer par ça. Mais la vie a fait que j'ai vécu plein d'expériences qui ont fait que j'ai pu ouvrir une porte, en fait, au chamanisme, qui m'a amenée, en fait, à accompagner aussi les gens de cette façon-là depuis quelques mois. C'est parce que j'ai vraiment pris du temps à accueillir, en fait,
ce cadeau, en fait, j'ai envie de dire. Puis ça, moi, la façon dont ça se passe, ok, je suis toute gênée d'en parler, c'est que le chamanisme, comment moi je le vois, c'est que je vais accueillir la personne ou le couple, tu vois, que ça soit pour un avortement, parce que c'est ça que j'ai ce soir. Donc, tu sais, ça peut être un avortement, ça peut être la fertilité, ça peut être n'importe quoi, un blocage dans la vie. Moi, je ferme les yeux, puis on va voyager ensemble, en fait. Puis c'est des images, en fait, qui se placent. C'est de la guidance. J'entends des guides, en fait, qui sont là, puis on peut aller remonter jusqu'à X générations parfois. Donc, mais comme c'est rien de scientifique, tu sais, c'est pour ça que c'est plus touchy d'en parler, parce que je veux surtout pas amalguer la naturopathie au chamanisme. C'est pas tous les naturopathes qui font ça. Puis ça veut pas forcément dire que le chamanisme c'est des charlatans. C'est là où c'est la frontière pour les plus cartésiens qui vont écouter ça. Mais en même temps, j'ai envie d'ouvrir la porte parce que oui, ça peut aller là. Généralement, quand ça fait 6 mois, 9 mois que vous avez été suivi en acupuncture, en ostéopathie, vous avez tout essayé, la psychologie, vous avez fait de la naturopathie, c'est que le problème, il est ailleurs. Il est effectivement au cœur des émotions et l'énergétique. Fait que c'est là où on embarque là-dedans à ce moment-là. Il y a des gens qui vont vouloir le faire tout de suite, mais ça dépend de chacun et de son parcours là. Mais au bout de 9 mois à peu près, c'est là où on va aller commencer à regarder qu'est-ce qui se passe. Donc, les énergies, c'est les émotions finales. Oui, parce que les émotions, en fait, ont un impact physiologique sur ton corps. Tu sais, quand tu as peur, tu as le cœur qui bat, tu as chaud, etc. Donc oui, ça a une incidence. Ton système nerveux est relié au système immunitaire. Donc, tu sais, c'est sûr, et endocrinien. Donc, c'est sûr qu'il y a un impact. Après, au niveau énergétique, là, on rentre plus dans les lignées. Qu'est-ce qui s'est passé avant dans les lignées? Est-ce qu'il y a eu quelque chose, des non-dits, des bébés morts-nés, etc., on appelle ça des cordons éthériques. En fait, moi, je les vois comme des cordons d'acier qui peuvent se placer avec une grand-mère de 5e génération parce qu'elle a vécu un traumatisme, en fait. Donc, comment on libère justement la personne dans cette vie-ci, en fait, pour pouvoir enfanter à nouveau, créer une nouvelle génération. Comment on fait ça? Ouais. Libérer? C'est les mains. Ouais? Ouais. C'est les mains, en fait. Moi, écoute, je vais loin aujourd'hui avec toi. Mais c'est parfait. Merci d'ouvrir cette porte-là. J'adore ça. OK. Ce qu'on appelle la clairaudience, la clairvoyance, le clair ressenti, je ne sais plus en tout cas. Fait que moi, je vois et j'entends. Puis là, j'ai l'activation des mains, en fait, qui se met au niveau du nombril pour venir défaire ces cordons d'acier, en fait. Donc, c'est tout un apprentissage, j'ai envie de dire. Ça prend plusieurs séances? Non, ça peut en prendre juste une. Ah ouais? Ouais. De juste comme délier tout ça avec l'énergie? Ouais. En fait, c'est selon l'intention que tu vas déposer. Tu sais, mettons, tu viens, tu dis, voilà, ça va pas mon job, je suis pas bien là-dedans, je suis bloquée dans ce job-là, tu sais, OK, il y a un blocage qui est en train de jouer, donc on peut aller voir là. Mais si tu viens avec l'intention de dire, OK, là, je me prépare à enfanter, je veux être sûre que tout est clean dans ma lignée, puis que, tu sais, que je porte rien inconsciemment, en fait, de mes grands-mères. Bon, là, l'intention va permettre de guider, et ça, très souvent, je vais dans les soins chamaniques de l'utérus, en fait, ce qui permet d'accéder aux lignées, en fait, au traumatisme des lignées. Quel genre de traumatisme les grands-mères peuvent avoir qui va faire en sorte que les femmes d'aujourd'hui vont avoir de la difficulté à concevoir? Ce que j'ai vu le plus, c'est les traumatismes sexuels. Traumatisme sexuel, ça n'a aucun sens. Sincèrement, ça n'a aucun sens. Il y a des soins chamaniques où j'aimerais peindre, tu sais, ce que je vois tellement c'est beau, tellement il y a une guérison émotionnelle qui se fait. Puis il y en a d'autres, là, c'est comme... Je suis contente que la personne ne voit pas ce que je suis en train de voir parce que c'est trash, c'est très trash. Donc les traumatismes sexuels, c'est pas juste notre génération là, ça remonte depuis la nuit des temps. Fait que les traumatismes sexuels sont très souvent au cœur. Les bébés morts-nés, les accouchements traumatiques, les accouchements où les femmes elles étaient sous anesthésie générale là, complètement coupées en fait de ce qui se passait à l'époque. Donc c'est beaucoup ça que j'ai vu, ouais. Et les femmes d'aujourd'hui portent ça sur leurs épaules. Inconsciemment. Et le transmettent d'une certaine façon aux enfants qu'elles portent. On transmettra toujours quelque chose à nos enfants. Toujours. D'accord? On peut pas... tu sais, ils sont pas purs, ils arrivent avec ce qu'ils ont, puis ce qu'ils ont à transformer dans leur propre évolution d'âme. Mais
le chemin est de plus tu te libères, plus toi tu es légère aussi dans ta propre sexualité, ta propre féminité. Et donc demain, tu seras encore plus outillée pour accompagner tes garçons ou tes filles en fait. Parce que si la masturbation n'est plus un sujet tabou à la maison, super, on va pouvoir évoluer ensemble, tu vois, et de dire, ben non mais c'est normal, plutôt que de créer des problèmes de comportement, tu vois. Donc je pense qu'au contraire, c'est que nos mères et nos grands-mères, elles ont fait avec les outils qu'elles avaient, elles ont fait ce qu'elles ont pu. Tu sais, ma mère était dans les rues de Montréal avec son soutien-gorge à la main pour la libération de la femme et la contraception. C'était l'époque, c'était ça pour elle, d'accord ? Pour moi, pour le coup, j'ai pas le sentiment d'avoir été accueillie dans ma féminité, mais ma mère est décédée, j'avais 21 ans aussi, tu sais, donc on a dealé avec le cancer au milieu. Tu sais, moi, j'étais ado quand on a vécu toutes ces années de cancer. Donc, en même temps, mais tu sais, quand j'ai commencé à être en âge d'avoir des premières relations sexuelles, moi, j'ai quand même eu cette phrase cinglante, puis je sais que ça a été mal dit, mais avec beaucoup d'amour, mais c'est « Ma fille, tu seras pas une maricouche, toi là ». Puis ça, tu vois, cette phrase-là, mine de rien, il a fallu que je la déconstruise, de dire « Mais hey, c'est-tu correct d'avoir des relations sexuelles? On peut-tu vivre une sexualité, une féminité épanouie, même si je veux dire, ça fait partie de la femme, tu vois. Donc, plus il y a ces guérisons émotionnelles, puis on parle bien d'émotions, plus on sera outillé pour les générations suivantes. Mais c'est clair qu'il y a probablement un trouble qui est présent dans la fertilité, c'est que si la sexualité en tant que telle est fermée ou est extrêmement taboue ou est démonisée dans la famille, ben après ça va être difficile de concevoir, j'imagine, même si la femme va avoir fait un chemin dans sa sexualité. Ouais, puis en même temps, je te dirais que les couples qui vivent ces troubles de fertilité-là, ça peut être une opportunité de reconnecter à leur corps, de reconnecter à leur sexualité intime, personnelle déjà, puis après en couple, tu vois, dans ce qu'ils vont traverser. Tu sais, il y a un couple comme ça où je comprenais pas, là, sur le papier, la stratégie, j'étais comme, ok, ça fait 6 mois que je les suis, tout va bien, tu sais, il n'y a pas de diagnostics médicaux, tu sais, c'est un cas facile. Mais tu sais, ça fait 6 mois. Puis là, je croise les bras tellement ça m'avait énervé cette histoire-là. Puis je dis, OK, là, il y a un truc que j'ai pas encore compris. Qu'est-ce qui se passe? Ça fait combien de temps que vous avez eu des relations sexuelles? Et là, je suis tombée en bas de ma chaise, ça faisait 9 mois qu'ils n'en avaient pas eu. Fait que moi, j'avais beau accompagner la naturopathie. Comment tu veux concevoir un enfant s'il n'y a pas une rencontre entre un spermatozoïde et un ovule? Tu vois? Et donc, ça remonte très, très loin. Et ça, je sais que c'est pas le seul couple que j'ai suivi. Tu sais, c'est tellement de pression. Ils faisaient pas l'amour, puis ils disaient, ben, est-ce que j'arrive pas à tomber enceinte? Ils prenaient soin de leur corps avant de concevoir. Mais en fait, ça ramène à un point hyper important, c'est parce que, tu sais, ici, on est dans un podcast où on est libéré sur la sexualité, et c'est vraiment la première fois que je m'exprime de cette façon-là, et je trouve ça extraordinaire parce que tous les hommes et les femmes qui vivent des troubles de fertilité savent très bien de quoi je parle. Tu passes par un moment où il y a tellement de pression, c'est plus du plaisir là d'avoir des relations sexuelles, c'est une obligation parce que tu veux avoir un enfant. Donc tu sais, t'es complètement dans une autre sphère. On est loin du slow sex, tu vois, vraiment. Et en même temps, c'est un travail de reconnexion avec son conjoint, sa conjointe dans ce processus. Donc tu sais, dans la chambre à coucher, juste sans parler de processus là, et c'est une réalité. Tu sais, on dit que, ça, je vais reprendre mon amie Claire Do, de la relation sexuelle qui a permis de concevoir cet enfant jusqu'à l'allaitement, c'est un fil rouge. C'est comme si cette relation sexuelle-là durait dans le temps jusqu'à la fin de l'allaitement. Donc, tu vis des émotions, une sexualité différente aussi au travers de ta fertilité, ta grossesse, ton accouchement et ton postpartum. Là. Et puis, c'est extrêmement... c'est une expérience hyper enrichissante, en fait. Mais c'est un challenge en soi. Tu sais, quand tu as vécu une fausse couche, là, ça te tente pas des fois de faire l'amour derrière parce que tu as tellement peur de retomber enceinte. Tu n'as pas envie. Fait que là, tu associes faire l'amour égale faire une fausse couche, égale porter la mort. Mais c'est des émotions qui sont là et que tu prends le temps d'accueillir, de déposer et de soutenir, en fait, parce qu'un jour, tu vas vouloir continuer à créer la vie. Donc, Est-ce que tu accompagnes même un peu dans la chambre à coucher? Est-ce qu'il y a des trucs à donner au niveau sexuel? Puis là, je vais
parler de mythes que j'ai déjà entendus dans le passé, mais par exemple, certaines positions font en sorte que la femme va tomber enceinte plus facilement, un lubrifiant à utiliser, tu sais, les jambes dans les airs, là, comme sauter pour que ça glisse vraiment. C'est des mythes? C'est une réalité? C'est quelque chose que... En tout cas, à ma connaissance aujourd'hui, ce sont des mythes. On veut une rencontre, le spermatozoïde il va se rendre, d'accord? Donc, que ton col soit en avant, rétroversé ou pas, il va se rendre le spermatozoïde. La conception de l'homme a été faite pour ça, là. Par contre, on va bien nommer les choses parce qu'il y a des couples qui ne le savaient pas, puis je le sais parce qu'en ayant travaillé avec des médecins, ça se passe dans le vagin, mesdames, ok? Ça se passe pas par en arrière. Tu sais, je veux juste le nommer parce qu'il y a des hommes et des femmes qui ne le savaient pas, ok? Fait que ça demande une pénétration du pénis dans le vagin. Je vais juste nommer les mots comme il faut. Je comprends, d'accord. Parce qu'il y en a eu des bonnes là que j'ai entendues, donc c'est ça. Fait que non, moi, à ma connaissance, ce sont des mythes. Par contre, oui, accompagné d'un chambre à coucher, comment se sentir à l'aise dans son corps, comment se sentir bien dans une relation sexuelle après une fausse couche. Mais tu sais, je suis pas sexologue non plus là, tu vois. Mais oui, il y a un accompagnement qui se fait dans sa globalité, pour ces hommes et ces femmes. On dirait que logiquement, dans ma tête, je me dis, ouais, mais si, mettons, le spermatozoïde a de la misère à se rendre, là. Tu sais, c'est ça que je me dis, mettons, qu'il y a des positions qui vont être bien plus propices à le spermatozoïde, mettons, va être plus proche de l'endroit où il doit se rendre, non? Oui, mais en fait, bon, là, on va partir d'un problème masculin qui est la mobilité du spermatozoïde qu'on vérifie dans un spermogramme, ok? C'est un des premiers tests cliniques que les hommes font. On vérifie la quantité, la mobilité et la morphologie du spermatozoïde. Ce que ça veut dire, c'est que si la mobilité est réduite, ça se peut que ça ne se rende pas, d'accord? Mais là, dans ces cas-là, c'est bien pour ça qu'on travaille en équipe et qu'ils vont aller chercher en insémination. Et en fait, à l'insémination et à la fécondation in vitro, ce sont des processus médicaux pour aider justement à ce que ça arrive. Mais les positions, etc., les jambes en l'air, à ma connaissance aujourd'hui, ce sont des mythes. Même si le gars, il pousse fort là, pour venir le plus loin possible, ça c'est rien. T'imagines la pression aussi sur les épaules de l'homme? Ouais, c'est ça que il y en a plusieurs des hommes qui n'arrivent plus en fait à être disponibles, tu vois, au moment où c'est c'est l'ovulation, là, tellement c'est stressant aussi pour lui de venir. Dans ton programme que tu offres, c'est un accompagnement du féminin sacré. C'est quoi, dans le fond, le programme? C'est toi qui l'offres? Qu'est-ce que c'est concrètement? C'est quoi le plan? OK. En fait, moi, à l'accouchement de Hannah, puis il faut que je recommence jusqu'à la fertilité, que j'arrête de dire l'accouchement, mais de la conception de ce premier enfant que j'ai eu dans mes bras jusqu'à l'accouchement, tu sais, c'est comme un désir d'être maman parce que c'est la vie. Tu sais, je veux dire, c'est la suite logique. Mariée au Canada, c'était mon rêve de vivre ici, etc. Mais là, quand elle est arrivée dans mes bras, là, ça fait comme ah oui, c'est un bébé. C'est un bébé. J'étais en choc. Moi, il y a eu tout un accouchement traumatique aussi qui m'a permis de guérir et de reconnecter encore plus à mon corps. Mais l'accouchement d'Anna, je me souviens très bien, ma sœur m'avait dit, elle avait 3 mois, « Hey, t'es sa maman. » Et moi, j'étais devenue les yeux pleins d'eau. Je réalisais, 3 mois après avoir accouché, que j'étais maman. Parce qu'il y avait toute une dissociation, en fait, parce que ma mère n'était pas là. Parce que tout le long de ma grossesse, on m'a dit, bon, ça va, tu sais, être enceinte sans sa maman. Puis moi, j'étais comme, ben oui, tu sais, c'est la vie. Je veux dire, c'est mon chemin de vie. Tu sais, ça fait longtemps qu'elle est décédée, etc. Et en fait, ça m'a éclaté la figure à l'accouchement de Hannah. Donc, c'est tout un univers que j'ai découvert, en fait. Ça a commencé avec les cercles de femmes et les tentes rouges que je te conseille à 2000%, qu'on soit en fertilité ou pas, pour toutes les femmes. D'ailleurs, il y a des cercles d'hommes aussi. C'est quoi les cercles de femmes? Des cercles de femmes, on appelle ça des tentes rouges. Ce sont, que ce soit homme ou femme, ou mixte d'ailleurs, il y en a aussi, ce sont des espaces où tu viens te déposer. Entre femmes, tu vas pouvoir aller dire ce que tu as sur le cœur, ce que tu es en train de traverser, peu importe que ça soit de la joie, des cris, de la colère, tu sais, peu importe là, parce qu'à partir du moment où tu viens déposer dans le cercle, tu viens transmuter cette émotion-là, tu ressors du cercle, tu es empuissancé à dire, ok, là, comment je change ça? Parce que toutes les femmes qui sont autour, tu les connais pas. Généralement,
personne ne se connaît, c'est rare que les gens se connaissent. Puis c'est des miroirs et tu te rends compte que tu es loin d'être seule en train de vivre ce que tu es en train de vivre. Fait que l'aventure du féminin sacré, moi, elle a commencé avec ces cercles de femmes. Puis en fait, c'est une reconnexion à une sagesse ancestrale, des rites, en fait, qui étaient faits aussi, des rituels qui étaient faits pour les femmes, pour qu'on puisse apprendre des grands-mères qui ont marché avant nous, puis qu'on puisse aussi accompagner les jeunes filles, etc. Fait que oui, ça me passionne à 2000%. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu sais, il y a la clinique d'un côté, puis les femmes gèrent, et que c'est merci à elles. Mais de l'autre côté, moi, ce que je veux, c'est empuissancer les femmes à reprendre leur puissance avec leur corps, leur cœur, leur âme, en fait, qu'elles soient bien et qu'elles puissent accomplir, en fait, ce qu'elles sont venues faire sur Terre. Donc, concrètement, qu'est-ce que Donc, c'est concrètement, le programme? la prochaine cohorte, c'est fertilité sacrée. C'est une cohorte dédiée à la fertilité de A à Z, du corps à l'esprit, l'énergétique, puisqu'on en a parlé, etc. C'est tout ça en même temps pour 4 semaines. Donc, on va venir explorer plein d'outils, plein d'avenues, en fait, pour aller une étape plus loin, qu'on soit en FIV, en fécondation in vitro, ou qu'on soit là au démarrage parce qu'on arrête notre pilule puis qu'on veut devenir enceinte. Ça s'adresse à tous les hommes et les femmes qui veulent être parents. Et c'est des cours de soir? C'est comme un voyage dans un chalet? Comment ça fonctionne? Un jour, ça sera un voyage dans un chalet. J'aime l'idée, là, mais un jour. Là, ça se passe tout en ligne. C'est un groupe Facebook dédié avec des transmissions en Facebook Live, des cérémonies chamaniques aussi à toutes les semaines, une cérémonie des bébés perdus, tu sais, tout ça. Tout qu'on puisse aborder sans tabou toute la fertilité et ramener cette notion de sacré puisqu'on est en train de créer la vie. Cool! Fait que si ça intéresse les gens, c'est Luna. Ouais, L-O-U-N-A. Ouais, ils vont me retrouver sur mon site web puis Instagram. Facile. Puis, ouais. Voilà. Je pense que tu avais amené quelque chose pour moi. Je veux que tu me le présentes, tu me l'expliques. Je t'ai emmené, justement, ça fait très bien le lien avec le féminin sacré. C'est parce que dans ton entrevue avec Moment Sacré, avec Valérie. Extraordinaire entrevue, tu as nommé plusieurs fois tes menstruations. Oui. Alors moi, je me suis dit que j'allais t'emmener un petit cadeau, puis que j'allais te faire découvrir la ceinture de lune, tu vois. Donc la ceinture de lune, elle a été tissée dans la région de Oaxaca, au Mexique. Donc ça, c'est Terré tout est tracé, là, commerce équitable, bio, machin, parce que moi, je suis une piquée. Puis, en fait, dans plusieurs cultures, on considère que notre nombril, c'est un centre énergétique très puissant dans lequel partent beaucoup de méridiens. Donc, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient mettre la ceinture de lune au niveau du nombril, on vient l'attacher et on vient, en fait, justement soutenir la femme pendant sa semaine d'ovulation, puis sa semaine de menstruation. Parce que ce sont des moments dans le cycle menstruel où on est plus sensible émotionnellement à ce qui peut se passer, plus sensible dans son corps. Puis c'est un rappel de « Ok, là, je suis dans mes lunes, dans mes menstruations, dans ma semaine. J'ai le droit de la douceur, j'ai le droit de me poser, j'ai le droit de ne pas être sur le go. Ah, je suis en ovulation. Ouais, c'est vrai. Attends, là, c'est une décision, tu sais, sur le coup, ou est-ce que je suis vraiment en train de materner mes projets puis je vais pouvoir les mener à terme? » Et c'est donc un outil de reconnexion à son cycle. Ouais. Vas-y, essaye là, si tu veux. Mais comment tu l'attaches? En fait, c'est des tresses que tu peux passer un tour ou 2 tours autour de ton nombril. Tu fais en arrière, mais là, tu peux pas t'accoter si tu l'attaches en arrière. Tu peux le rattacher en avant. Fait que ce serait en avant comme ça. Exactement. Voilà, tu l'attaches en avant comme ça, puis tu viens l'apporter les jours... surtout pendant tes lunes, tu sais, des fois, on a mal au niveau des lombaires, etc. Fait que c'est en fait un outil pour se recentrer. Je me rappelle quand j'étais jeune, au début, j'avais 16 ans, mes premières années, mettons, de pilule, j'avais mal au dos, mais dans le bas de mon dos, là, vraiment intensément. Puis je me rappelle que je disais à mon chum, à l'époque, « Tiens mon dos! » Puis là, il faisait ça tout le temps. Là, si on marchait, il mettait sa main dans mon dos, puis il faisait juste lever mon dos. Je chantais, c'est comme ça m'aidait full le fait que je me sente soutenue en arrière, où il était toujours comme ça, à tenir mon dos. Puis là, moi, j'étais comme, j'étais une petite princesse, mais ça me fait full penser à ça. En ce moment, je suis comme, mais mon Dieu, c'est vrai, ça doit tellement faire du bien, parce que je me rappelle à l'époque comment ça me faisait du bien de comme juste sentir soutenue. Exact. Dans le bas de mon dos. Mais tu vois, là, dans la tradition mexicaine et colombienne, on appelle ça une faja, cette ceinture de lune était offerte aux premières menstruations. Donc, je fais mon lien avec le féminin sacré, mais
sais, une femme, elle rencontre son pouvoir au moment où elle est menstruée la première fois. Elle va pratiquer son pouvoir pendant toutes les années où elle est fertile. Puis le jour où elle est ménopausée, elle incarne pleinement son pouvoir. Puis elle va pouvoir accompagner les autres femmes. Fait que d'offrir une ceinture de lune à une jeune de 12-13 ans quand elle a ses premières menstruations, c'est lui dire, tu vas être soutenue par toutes les femmes qui ont marché avant toi. Puis dans certaines traditions, on vient même tisser, coudre des objets sacrés sur la ceinture de lune pour se rappeler que on est soutenu par cette communauté de femmes. On a tellement perdu ce lien entre femmes. On se parle plus vraiment de tout ça, là, puis d'avoir ces moments-là. Tu sais que les femmes, quand elles étaient menstruées, elles étaient ensemble, sous la tente, à tisser ensemble des paniers, à apprendre comment elles vivent leur féminité, leur sexualité. Ça n'existe plus aujourd'hui. C'est pour ça que les cercles de femmes sont en pleine expansion depuis des années. Mais c'est un outil de plus du féminin sacré parce que tu as parlé de tes menstruations et je me suis dit que j'allais te faire découvrir ça. Mais j'adore, je suis vraiment contente. Genre, tout de suite, je me sens, mon Dieu, je vais être soutenue pendant mon cycle maintenant. C'est vraiment cool. J'apprécie vraiment. C'est ce fil rouge qui nous tisse cette toile d'araignée entre nous, en fait. On a toutes nos menstruations, il n'y a rien de tabou là-dedans. Ouais. Je suis bien d'accord. Puis c'est aussi normal d'avoir des troubles de fertilité, tu sais, il faut normaliser puis enlever le tabou là-dessus, puis d'en parler, puis de le rendre plus accessible, en fait, de rendre la parole à ce sujet-là plus accessible pour tout le monde, tu sais, Exact. Puis tu sais, ce qu'on peut dire, c'est aussi que tout cet amour que vous allez donner à cet enfant-là, commencez déjà par vous le donner à vous-même. Prenez soin. Allez voir qui vous voulez, c'est pas l'enjeu. C'est de prendre conscience que c'est sacré ce que vous êtes en train de faire, que vous êtes déjà parent. Parce que être parent, c'est s'occuper d'un petit bout, puis c'est ce que vous êtes déjà en train de faire. Moi, j'ai quelque chose, c'est pas un cadeau, mais il y a quelque chose que je me disais que j'allais proposer parce que ça fit avec la thématique, c'est le relax. Parce que c'est un jouet qui est conçu pour se relaxer, mais aussi c'est un jouet pour triper là, au niveau du clitoris, mais aussi au niveau de d'autres endroits sexuels. Je vais quand même l'ouvrir là, pour vous montrer ce que c'est, puis j'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais je trouve que c'était un jouet qui était le fun à parler pour des couples, parce qu'il s'utilise au niveau du clitoris, il s'utilise entre le pénis et l'anus du gars, tu sais, la section qui est comme vraiment comme juste plate, avec la vibration, il s'utilise à l'intérieur ici pour le point G, mais c'est aussi un outil à massage. Vraiment pas juste pour un plaisir sexuel. Je vais l'ouvrir. Mais il peut être utilisé juste pour comme masser dans le cou ou masser le corps en général. Fait que c'est pour ça que je trouvais que c'était le fun d'en parler parce que j'avais l'impression qu'on allait surtout dire que c'était du stress qui enlevait qui empêchait la fertilité. Relaxer dans la chambre à coucher, c'est nécessaire. Hein? Donc, puis de s'autoriser des moments intimes en dehors de concevoir un enfant, tu sais, ça fait partie de la reconnexion de couple. Donc, puis intégrer des jouets aussi. Ouais, complètement. Ben, c'est peut-être, tu sais, c'est pas nécessairement la première chose à laquelle on pense, mais quand même, d'intégrer des jouets, ça rend juste le truc beaucoup moins intense et dramatique et lourd. C'est juste comme jouer, juste rendre ça encore amusant. Je me rappelle, il y a une couple d'années, une de mes amies, son chum, on était à un souper, puis là, il était comme, tu sentais qu'il était épuisé, là, parce qu'il essayait d'avoir un enfant, leur deuxième, puis il disait, quand on s'est mariés, il disait quelque chose. Quand on s'est mariés, on faisait 3 fois par jour, mettons. Après le premier enfant, là, on faisait 1 fois par semaine. Quand ta blonde essaye d'avoir un bébé, j'allais dire, mais en tout cas, il a dit, te la bite en feu. Parce que c'est tout le temps, n'importe quand, t'sais, comme super beaucoup de pression. Puis je me rappelle, puis elle était comme, ben oui, c'est comme ça. Je veux un bébé, c'est comme ça. Puis, c'était un peu drôle, on riait de ça, mais je me disais comme, ouais, c'est vrai, hein, c'est assez intense quand... Là, c'est un magnifique exemple de pression que le couple se met, autant la femme que l'homme, là, dans ce que tu dis, puis de ramener justement que la vie est un jeu, puis qu'on peut dédramatiser, puis avoir des moments intimes en dehors de concevoir, puis en dehors de... c'est ça, d'une grossesse, de pouvoir amener la sexualité sous un autre angle, c'est super important. Ça fait partie de la reconnexion de couple au travers de cette épreuve-là. Puis que le but de faire l'amour, mettons, à certains moments, c'est pas nécessairement de concevoir. Exact.
Juste avoir du plaisir et de profiter de la vie, ouais. Exactement. Merci Laurence. Avec joie, merci à toi. Si vous voulez utiliser le code promo Libre S'expression, d'ailleurs, vous pouvez utiliser sur le site d'Eros et compagnie, ça vous donne 15% de rabais, puis vous pouvez vous procurer le relax. Et sinon, ben, je vais mettre dans la description le lien pour ton site internet. Merci. Avec le programme et tout. Merci.